vais maintenant présenter différents outils disponibles aujourd'hui sur le marché et qui sont basés sur les mécanismes de l'intelligence artificielle générative. Il est important de noter que cette présentation est très marquée dans le temps. Il est possible que dans 3 mois ou même moins, de nouveaux outils plus performants que ceux présentés ici soient présents. Dans un délai encore plus court, il est également possible que de nouvelles fonctionnalités apparaissent dans de nouvelles versions des outils présentés ici, ou que des limites évoquées ici ne soient plus d'actualité. Ça a déjà beaucoup bougé entre le moment où j'ai commencé à travailler ce cours et le moment où je l'enregistre. C'est dire. En résumé, les outils basés sur de l'IA sont un marché en pleine ébullition et les vérités d'un jour peuvent être éphémères. Donc on va voir, dans l'ordre et dans 4 épisodes différents, les éléments suivants. Le premier épisode, celui d'aujourd'hui, est dédié à Midjourney pour la génération d'images. Le second épisode sera dédié au fameux ChatGPT pour la génération de texte. Le troisième épisode est dédié à une présentation plus rapide de plein d'autres outils. Tous sont basés sur de l'IA générative. Ils permettent la génération de vidéos, la génération de sous-titres, la génération de plein d'autres choses encore. Ensuite, ce sera la quatrième et dernier épisode de cette partie. Je vais évoquer d'autres aspects importants pour ce type d'outil. Plus précisément, je vais commencer par évoquer le prompting, ou les règles qu'il est pertinent de suivre lorsqu'on écrit des prompts. Ensuite, je vais définir ce que sont les biais de ces outils. On les appelle les biais algorithmiques. Comme on le verra, ces biais sont problématiques. Et puis, j'évoquerai l'alignement, ou comment on fait pour pallier les défauts de ces outils, les biais en particulier. Je terminerai cette partie dédiée aux outils en évoquant des outils issus de l'intelligence artificielle qui utilisent les réseaux de neurones, mais qui ne relèvent pas de l'IA générative. Midjourney, donc, est un outil de génération d'images basé sur des techniques de l'intelligence artificielle générative. Il permet de créer des visuels, des images, à partir de descriptions textuelles. Ces descriptions textuelles, utilisées en entrée pour demander ce que l'on veut, sont appelées des prompts. Midjourney a pour éditeur OpenAI, comme ChatGPT. C'est une plateforme de génération d'images basée sur des réseaux de neurones. Plus précisément, Midjourney utilise des réseaux de neurones de type GAN, Generative Adversarial Network, déjà évoqué dans la première partie. Midjourney permet de générer des illustrations, des images, à partir de descriptions textuelles fournies par les utilisateurs. Donc on appelle ces descriptions des prompts. Midjourney utilise des techniques issues du traitement automatique du langage naturel pour interpréter les prompts. Midjourney permet de générer des images de bonne qualité, jusqu'à 1791 x 1024 pixels, et dans divers styles artistiques. Midjourney est beaucoup utilisé dans la publicité et la communication pour des projets créatifs comme la conception graphique, l'illustration ou la création d'art numérique. Aujourd'hui, les éléments générés par Midjourney ne sont en général pas utilisés tels quels, comme des produits finaux. Ils servent le plus souvent de point de départ à des illustrateurs, à des photographes, pour produire les produits finaux. Mais si l'outil s'améliore suffisamment, cela pourra changer. Sur l'exemple présenté ici, le prompt indique Draw me a sheep ou Dessine-moi un mouton en français. Les prompts sont plus efficaces en anglais. Donc, pour Dessine-moi un mouton, le résultat est présenté ici. La génération est réalisée en octobre 2024. Comme on le voit, 4 images différentes sont générées systématiquement. On va le voir un peu plus loin ce que l'on peut faire sur ces images générées. Mais avant ça, un peu d'histoire sur Midjourney. La première version commerciale de Midjourney date de février 2022. La version actuelle est la 6.1, mise en production en juillet 2024. Cette mise à jour améliore la qualité des images générées, offre des détails et des textures plus précis, ainsi qu'une génération d'environ 25% plus rapide que la version précédente. La V7 est prévue pour le mois prochain, février 25. Le temps de génération d'une image a été réduit avec le temps. En 2021, c'était la version bêta, il fallait 20 minutes avec le prompt « une femme brune » pour obtenir une image plutôt bizarre.
En 2022, il fallait une minute seulement avec le même prompt pour avoir une image acceptable, même si la qualité n'est pas ouf. En 2023, c'est seulement 5 secondes, toujours avec le même prompt, pour avoir une image bien plus réaliste. Enfin, le 10 décembre 2024, le même prompt fournit un résultat en 20 secondes, mais produit 4 images différentes. L'application est disponible uniquement en mode web, c'est le mode SaaS, et ne peut pas être installée en local. Son infrastructure est centralisée sur les machines de OpenAI. En décembre 2024, on comptait 2,5 millions d'utilisateurs au quotidien et 24 millions d'utilisateurs inscrits. Pour son apprentissage, Midjourney a utilisé d'énormes bases de données d'images et de descriptions textuelles associées. C'est de l'apprentissage supervisé dont on a parlé dans la première partie. Par exemple, il a utilisé toutes les images de Pinterest ou d'Instagram. Cet apprentissage lui a permis de comprendre des concepts complexes comme les couleurs, les émotions, la composition, les styles, etc. Un modèle utilise un espace latent dont le nombre de variables n'est pas connu, a priori plusieurs milliers. Cette information n'est pas publique. Une partie de cet espace est dédiée à des variables spécifiques telles que le style artistique, la composition ou encore les interactions entre les éléments d'une scène. De manière simplifiée, le fonctionnement interne de Midjourney est le suivant. Première étape, le modèle analyse le texte fourni, le prompt, et tente de comprendre les éléments mentionnés. Il fait un lien entre le prompt et les descriptions textuelles qu'il connaît. Ces descriptions sont issues des annotations des images utilisées durant l'entraînement. Deuxième étape, Midjourney associe ensuite ces éléments à des images ou à des styles d'art correspondants à partir de sa base de données d'entraînement. Enfin, troisième étape, Midjourney procède à une série d'itérations pour affiner et générer ce qui correspond au mieux à la description. Après avoir analysé et traité le prompt, Midjourney produit 4 images uniques basées sur cette description. Ces images peuvent être ensuite affinées ou modifiées par l'utilisateur. Pour rentrer un peu plus dans le détail, l'image de départ utilisée par Midjourney est une image aléatoire, appelée seed. Il y en a plus de 4 milliards différentes. Afin de répéter à l'identique les générations d'images, on peut forcer l'utilisation d'une seed particulière, avec son identifiant. Sur cette image aléatoire de départ sont appliquées des transformations déterminées par le réseau de neurones. C'est l'application de ces transformations qui permet de constituer le résultat final. L'utilisation de Midjourney est aujourd'hui très simple. Avant juin 2024, il fallait utiliser la messagerie Discord et un langage de commande particulier. On a maintenant une interface bien plus facile et intuitive à utiliser. Midjourney propose une période d'essai avec des générations gratuites, puis l'abonnement basique coûte, en décembre 2024, 10 $ US par mois. On a accès au serveur pendant environ 3,3 heures par mois en mode génération rapide. Sinon, ça va bien plus lentement. Cet abonnement permet de générer environ 200 images sur un mois. Le nombre exact peut varier selon la complexité des images générées. Tout ce qui est généré dans Midjourney est systématiquement et nécessairement public. On peut consulter tout ce qui a été généré par tous les utilisateurs, comme tout le monde peut consulter ce que vous avez généré. L'infrastructure est centralisée, il n'y a rien de privé, ce qui limite son utilisation par les entreprises. On va en reparler. Il y a de nombreuses restrictions dans les images générées. Pas de sexe, pas de drogue, de haine, de violence, d'images gore, de personnages publics ou privés non consentants. Des logos, les marques déposées, fake news, les symboles controversés, tout ça est interdit. La bonne morale doit être respectée. Un prompt génère 4 images différentes. Un prompt est plus efficace en anglais. Si on exécute un prompt 2 fois de suite, les résultats ne seront pas identiques car la graine est différente à chaque fois, sauf si on spécifie une seed en particulier. Dans l'écriture des prompts, on peut utiliser des mots-clés réservés. Par exemple, -AR permet de préciser le ratio qui est par défaut un carré de 1024 par 1024 pixels. On peut aussi spécifier explicitement ce que l'on veut, pas dans une image avec -no. On peut utiliser une graine spécifique et surtout réutiliser une graine pour reproduire des choses à l'identique. Quand on consulte une image générée, on accède à plein d'actions. On peut par exemple demander des variations, fortes ou faibles, améliorer la taille de l'image, passer à 2048 par 2048 pixels,
Via la commande Edit, on peut sélectionner les zones pour les supprimer. On peut également utiliser l'image comme base pour une autre génération, avec éventuellement un autre prompt, et utiliser son style. Bien entendu, on peut sauvegarder l'image que l'on souhaite. Midjourney a plusieurs limites des choses qu'il ne sait pas faire. La première limite évoquée ici est que Midjourney ne sait pas écrire. Si on lui demande une image avec le mot liberté, eh bien on peut ne pas avoir ce mot présent dans le résultat. Dans le deuxième exemple, j'ai demandé d'inclure les mots George Gross et seul George est présent. Par contre, l'image est dans le style de l'artiste George Gross, sans que cela ait été demandé. Attention, toutes les limites évoquées ici sont vraies à un instant T. Ici, ce test a été fait en décembre 2024. Comme déjà évoqué, ce sera peut-être plus le cas le mois prochain. Une seconde limite est que Midjourney ne sait pas compter. Le premier exemple a le prompt suivant. 3 chats blancs et 1 chat noir. Une image sur 4 respecte la consigne. Le second exemple a le prompt 4 arbres dans un champ. Comme précédemment, seule une image comporte 4 arbres. Enfin, si on complique le prompt, cela empire, avec par exemple une fille, 2 garçons, 3 chats et 5 chiens. Le résultat est juste aléatoire sur le nombre des différents éléments présents. Il y a d'autres limites qui sont plus complexes à caractériser et que l'on nomme des hallucinations. Dans le premier exemple que l'on voit ici, on a un Rubik's Cube qui n'est pas du tout opérationnel. Il ne peut pas tourner car le nombre de lignes n'est pas égal au nombre de colonnes. Dans le second exemple, on a une aberration physique clairement étrange. Dans les deux derniers exemples, on a un problème très caractéristique de ce type d'outil qui génère des images. Le nombre de doigts des mains ou des pieds est parfois 4, parfois 6, mais souvent 5 tout de même. Ce dernier point permet facilement de détecter les images fabriquées par de l'IA. Comme cela a déjà été dit, tout ce qui est généré avec Midjourney est public. Ceci est problématique pour les entreprises qui ont besoin de confidentialité pour leurs images. Par exemple, McDonald's n'a pas envie que ses visuels publicitaires soient publics. Pareil pour les campagnes en cours d'élaboration. La confidentialité est demandée. Pour pallier ce problème, Midjourney propose un abonnement pro à $60 US par mois. Mais il existe une alternative gratuite. Elle s'appelle Stable Diffusion. C'est un logiciel open source et gratuit. Son exécution est toujours en local sur son PC. Mais il a besoin de ressources importantes, avec plusieurs GPU très chers, plus de $30 000 pièce. Il permet d'ajuster les modèles ou avoir le fine tuning avec les données spécifiques. Il a la possibilité de contrôler le processus de génération pour équilibrer entre précision par rapport au prompt et à la créativité. Il existe de nombreux concurrents. On peut citer DALL-E de OpenAI, qui est complètement intégré dans ChatGPT. Il génère des images de moins bonne qualité, mais son intégration avec ChatGPT est très intéressante et très facile à l'utilisation. Il est aussi meilleur pour générer des images réalistes d'objets du quotidien et des scènes complexes avec plein d'éléments différents. On peut également citer Deep Dream Generator. Il applique des filtres à des images existantes pour créer des effets psychédéliques et oniriques. Cet outil est moins axé sur la génération d'images réalistes à partir de zéro et se concentre plutôt sur la transformation de contenus existants. Les images générées par Deep Dream sont souvent caractérisées par des formes organiques, des couleurs vibrantes et des textures hallucinatoires. Il y a aussi Arbiter, qui permet la fusion d'images existantes. L'outil est particulièrement adapté à la création d'œuvres d'art abstraites, de portraits stylistiques et paysages oniriques. Je peux également citer Bing ou Canvas, qui sont intéressants, mais il y en a vraiment plein d'autres. Voilà, c'est la fin du premier épisode de la seconde partie sur les outils. Dans le prochain épisode, on va présenter l'outil ChatGPT en détail. À bientôt! Merci Georges. Merci Georges. C'est trop bon.